Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les participants et je suis très heureux de partager avec vous ce nouveau webinaire de Studio Butterfly, aussi bien Studio Butterfly Paris que Studio Butterfly Casablanca. Je voudrais tout d'abord excuser Jeanne Routias qui a eu au dernier moment un contretemps important qui l'a obligé à ne pouvoir partager notre webinaire. Elle s'en excuse et me demande justement de s'excuser auprès de vous de de cette absence. Donc, je vais avoir l'honneur de vous faire part de ce webinaire qui a un thème qui est très, je dirais, d'actualité, startups et branding. Effectivement, même les clients à Casablanca, comme les clients que nous avons à Paris, s'interrogent beaucoup pour le démarrage et l'expansion de leur société. Et effectivement, la marque est un élément clé, un élément plus que clé pour réussir, car c'est la marque qui crée la différence. Donc, nous allons commencer effectivement par cette démarche qui va nous permettre de partager cette démonstration. Alors, je voulais simplement vous dire que ce que vous allez entendre fait partie maintenant d'une démarche habituelle que nous avons à Paris comme à Casablanca, qu'on appelle des live talks, bien sûr, et vous assistez au 7e live talk de notre démarche. Alors, le studio Butterfly, comme il va y avoir un replay, vous aurez tout le temps de le lire. Nous sommes une agence internationale puisque nous avons voulu, Jeanne et moi, nous développer aussi bien en Europe qu'en Afrique. Et effectivement, à Paris et à Casablanca, nous sommes engagés à stimuler la croissance des entreprises. Alors, le club Inbound Marketing ABM, nous l'avons voulu exprès, puisque aujourd'hui, l'ABM qui s'intitule Account Based Marketing, c'est en fait la gestion des grands comptes. Alors, j'aime bien en général donner un parallèle avec les poissons. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une stratégie inbound marketing, eh bien, vous cherchez à élargir, entre guillemets, le nombre de clients, c'est-à-dire le nombre de poissons. Donc, vous envoyez effectivement vous envoyez des cannes à pêche, vous envoyez je dirais, un filet, et puis vous obtenez un certain nombre de poissons. Tandis que l'ABM, c'est l'art de, parmi les poissons, de sélectionner les plus importants, de sélectionner les plus gros poissons, c'est-à-dire de sélectionner les plus gros clients que vous traitez de manière très personnalisée. Alors, durant ce live talk, nous allons aborder 3 points très importants. Pourquoi le branding est-il crucial? Deuxièmement, quels sont les aspects clés qui permettent à une start-up de se développer? Et troisièmement, vous verrez comment nous avons traité quelques business cases qui donnent justement les clés de la réussite de ces startups. Alors, pourquoi le branding est-il si crucial pour les startups? Alors, il y a deux défis très, très importants. Ce sont les éléments de concurrence et l'acquisition des clients. C'est les 2 défis, je dirais, les plus importants qu'affrontent les startups. Ils ont une concurrence immédiate, c'est-à-dire il faut s'introduire dans un univers où il y a déjà des concurrents. Et puis, alors, l'élément aussi fondamental pour réussir et pour survivre, c'est d'avoir des clients. Alors, le branding est crucial. Il est crucial pour un certain nombre de raisons que vous voyez développer ici. La première raison, mais qui est fondamentale, c'est se démarquer des concurrents. Si vous n'arrivez pas à vous démarquer, vous êtes comme les autres et les concurrents ont déjà, je dirais, une place privilégiée. Donc la différence constitue vraiment l'élément fondamental du succès de votre entreprise. La deuxième chose, c'est que c'est toujours très bien de se démarquer, mais encore faut-il être crédible. Et donc, cette transmission d'une image de crédibilité fondée sur la compétence, fondée sur le sérieux professionnel, fondée sur des réussites déjà prouvées et reconnues, constitue la deuxième raison
de l'importance du branding. Alors, la troisième raison, c'est que l'image soit cohérente. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas raconter une chose et puis le contraire, ou, je dirais, parsemer votre propos d'inventaire à l'après-vert, comme je dis, c'est-à-dire de raconter plein de choses. À trop dire, on ne dit rien. Donc, il faut trouver le positionnement différenciateur qui vous permet de créer une image cohérente. Et puis enfin, se faire connaître, la notoriété bien sûr. Plus vous êtes connu, plus vous êtes référencé chez d'autres de vos clients potentiels. Alors, ce qui est aussi important, mais ça c'est ensuite dans le long terme, c'est développer des relations durables, c'est générer une valeur perçue qui est de plus en plus élevée, comme ça vous permet effectivement de souligner votre valeur incontournable. Et donc, comme c'est écrit, le branding d'une startup, ça contribue à sa croissance, à sa réussite et à sa durabilité. Donc, pour toutes ces raisons que je viens de citer, et je voudrais en retenir au moins deux essentielles, c'est la différence que crée justement votre positionnement, et c'est deuxièmement la capacité à se démarquer des concurrents. Alors, quels sont les aspects clés du branding? Quelles sont justement les choses qu'on ne peut pas ne pas cerner? Alors, effectivement, la start-up doit avoir la capacité d'innover, c'est-à-dire hors l'innovation, là aussi, point de salut, être start-upper, c'est avoir cette capacité d'inattendu et cette capacité d'innover. Alors, il y a 4 clés, il y a 4 points fondamentaux qui sont la définition de vos cibles, le positionnement différenciateur, la recherche de votre océan bleu. Ça, c'est une démarche de Shamkin, qui est un célèbre économiste, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle The Blue Ocean Strategy et qui souligne l'art de trouver un océan bleu, c'est-à-dire l'art de trouver un espace où les concurrents ne sont pas. Et puis, une communication à 360 degrés. Alors, nous allons aborder ces 4 points et j'espère ainsi que votre startup va effectivement se développer. Alors, les cibles. Premièrement, comment trouve-t-on et comment analyse-t-on les cibles les plus importantes? Comme on dit, créez vos buyers persona. Vous avez à définir les cibles les plus prégnantes pour votre société. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un persona? C'est une expression, comme c'est écrit, c'est une représentation fictive. C'est-à-dire que vous avez à rechercher un profil qui vous est vraiment intéressant. Et donc, comme c'est écrit, il faut que vous analysiez les caractéristiques, les comportements, les motivations, les besoins, mais je dirais surtout, et c'est pour ça que je le garde pour la fin, d'analyser les désirs des personas, parce que, un terme que j'aime beaucoup, le désir précède le besoin. Alors, le profil de votre client idéal consiste à, justement, ayant défini la compréhension de votre public cible, à personnaliser vos messages. Alors voilà, vous avez à définir un profil rationnel et émotionnel. Alors dans ce profil rationnel et émotionnel, vous avez exactement 5 types d'informations à analyser. Et je vous invite à demander à votre équipe marketing et à votre équipe commerciale d'avoir des tableaux de bord où il est justement à analyser le niveau de digitalisation de votre cible, les craintes qu'elle a à travailler ou à ne pas travailler avec vous, les défis qu'elle doit affronter dans son quotidien professionnel, ses habitudes d'achat et, je dirais, en termes de communication, vraiment bien définir ses canaux de communication. Quand vous avez bien défini ces 5 types d'analyse des personas, vous êtes prêt à leur fournir des messages qui correspondent à leur personnalité. Alors, pourquoi les personas? Tout comme je viens de le dire, c'est que la connaissance de la cible, la personnalisation du contenu, la création d'une relation, je dirais, pérenne avec vos personas, vous permet d'avoir des clients fidèles. Si vous n'avez pas le temps, moi, je suis sensible au fait que les gens disent c'est bien joli d'avoir les habitudes d'achat, d'avoir les canaux de communication, de mieux connaître les défis, de mieux connaître les points de douleur. Ouais, ben,
quelquefois, on n'a pas le temps. Alors, moi, je vous invite à vraiment vous concentrer sur ces 3 critères fondamentaux. Ce n'est pas de moi cette phrase, c'est de la société Oracle à laquelle j'ai emprunté cette phrase, Customer Digital Journey, le voyage digital de votre client. Et je trouve que le mot journey est plus intéressant que le mot parcours. Oui, il faut considérer votre client quand il recherche une information, il n'est pas toujours rationnel, mais il a des habitudes. Il aime bien tel site, il n'aime pas tel autre. Alors, il faut arriver, ça par une interview, des interviews, à mieux connaître le Customer Digital Journey. Le deuxième point, c'est d'arriver à connaître son comportement relationnel avec vous, parce qu'il y a des moments où il a dit, j'ai pas envie d'acheter dans cette boîte, je veux pas cette marque. Pourquoi? Et puis, le comportement émotionnel. S'il aime bien, s'il n'aime pas, s'il a trouvé qu'il y avait des partenariats, il faut arriver à avoir cette notion et cette information. Et puis, un point très important, il faut connaître les raisons d'un refus. Donc, les freins à l'achat d'une prestation. Donc, vous voyez, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de faire les 5 analyses que je vous ai proposées il y a quelques slides au préalable. Au moins, concentrez-vous sur ces 3 critères fondamentaux. Ça va vous permettre d'avoir une démarche tout à fait cohérente. Alors voilà, donc un exemple d'analyse de persona que nous faisons. Nous avons comme client c'était une société de voyage qui nous a permis d'analyser ces nouvelles frontières, qui nous a permis justement d'aller analyser les comportements de leurs propres clients. Et j'aime bien ce vers d'Arthur Rimbaud, « je est un autre ». Oui, le « je » doit progressivement être l'élément rédactionnel clé et efficace de votre discours, parce que vous n'aurez plus besoin de parler de vous, vous n'aurez plus besoin de parler de nous, mais vous parlerez de je, c'est-à-dire que vous vous mettrez à la place de votre client. Et vous voyez, par exemple, nous, quand nous avons fait une fiche sur Julie, on a regardé sa bio, on a regardé son comportement social, on a regardé, bien sûr, à la fin, son comportement média, et ça permet d'avoir une analyse des personas assez, je dirais, personnalisée. Alors, un exemple que nous avons pour notre client qui s'appelle Dorman, qui est un des leaders et du renseignement et de la recherche, bien sûr, de dettes et qui fait du recouvrement de créances. Eh bien, vous voyez, ce qui est intéressant, nous avons essayé de trouver les questions que se posent les divers personas préalablement à toute interrogation officielle. Et ayant trouvé les raisons pour lesquelles il passe ou il ne passe pas avec le cabinet Dorman, nous avons élaboré un certain nombre de emailing qui s'adaptaient à leur, je dirais, à leur réactivité par rapport au problème du recouvrement. Et là, par exemple, il y a des gens qui s'endorment, qui, quand je dis qu'ils s'endorment, ils ne sont pas payés, donc ils attendent pour être payés, puis ils espèrent être payés. Et bien voilà, eh bien, nous avons fait un emailing avec 4 raisons pour redécouvrir le cabinet Dorman, parce qu'il faut bien à un moment donné chercher, recouvrer les sommes dues. Donc, en fonction de chacun des comportements des personas, nous avons élaboré des emailing spécifiques. Alors, un autre exemple qui est, vous voyez, qui est là notre volonté à Gian et moi de privilégier le jeu. Et comme l'a dit Rimbaud, jeu est un autre. Voilà un exemple d'une société qui est aussi un de nos clients, qui s'appelle KXO Formation, c'est-à-dire que KXO est une société qui s'occupe de tout l'administratif, qui s'occupe de tout ce qui fait les papiers, l'aspect, je dirais, qui est toujours obligatoire dans une relation entre une société qui fait de la formation pour ses collaborateurs et KXO, c'est que, évidemment, souvent la société n'a pas le temps de remplir les documents, de faire appel à telle ou telle société pour organiser l'événement, pour envoyer les documents nécessaires. Bon, KXO est vraiment la société qui s'occupe de tout, sauf, bien sûr, de la formation elle-même. Eh bien, vous voyez, on a essayé de trouver les cibles qui correspondent aux clients de KXO. Et un exemple, je suis administrateur et on fait parler l'administrateur
voyez, je suis administrateur, ma session de formation approche, le temps presse, je dois faire signer les conventions, envoyer les questionnaires, blablabla. Que faire en si peu de temps? On commence par le désir, le besoin, l'attente de l'administrateur et on termine par la solution. Pas de souci, choisissez KXO Formation. Donc, vous voyez que quand vous êtes, après une analyse des personas, que vous avez compris justement les points de douleur du client, ben vous commencez par exprimer ce point de douleur avant, je dis bien avant d'exprimer la solution. C'est quand même extraordinaire et moi je suis assez, disons, malheureux de voir que les gens, entre guillemets, nombrilistes ou parce qu'ils connaissent bien le sujet, commencent toujours par émettre l'expression de leur plus-value, l'expression de leur, je dirais, qualité, avant d'émettre la réactivité de leur client. Non, commencez par les points de douleur du client avant de pouvoir faire passer votre message et votre sentiment que vous répondez aux désirs et aux besoins. Alors, voilà par exemple un exemple de persona dans le domaine des pharmacies. Ça, c'est ma partenaire qui a traité ça au Maroc. Et bien, effectivement, ils ont, vous voyez, traité les early birds, c'est-à-dire les nouveaux clients, et puis aussi ceux qui étaient endormis, qui ne revenaient pas voir la pharmacie concernée. Et donc, effectivement, on a traité séparément les early birds et les endormis. Donc, quand vous avez à chercher de nouveaux clients, à vous de créer la typologie de vos personas et d'avoir des démarches de communication spécifiques à chaque type de client. Alors, deuxièmement, l'élément fondamental à côté des cibles, le positionnement. Et vous voyez, je trouve que c'est voulu, il y a un petit parapluie, voilà, très joli, parmi tous ces parapluies noirs, il faut vous différencier. Et là, ne commencez pas à dire nous avons le meilleur rapport qualité-prix, nous sommes la société la plus brillante, nous avons le produit technologiquement le plus, je dirais, le plus en adéquation avec la cible. Il faut simplement rechercher la différence, car la différence crée l'envie, la différence crée le désir et la différence crée l'achat. Alors, j'aime bien cette slide parce que les gens me disent souvent « Ah bah oui, mais pour créer la différence, il suffit de faire une étude, il suffit de créer des interviews. » Les interviews, les études ne font pas de mal, mais surtout, ne croyez pas complètement le résultat des études parce que un client dispose je dirais, d'une propension à avoir le regard du rétroviseur. Pourquoi je dis le regard du rétroviseur? Parce qu'un client, ou même des personnes non clientes, eh bien, quand elles parlent, elles se situent par rapport au passé. Elles ne se projettent pas dans l'avenir. Donc, quand vous voulez avoir une démarche d'innovation, ce n'est pas par une étude préalable de besoin des clients que vous allez connaître le degré d'innovation demandé. L'innovation relève de votre propre volontarisme. C'est vous qui créez, c'est vous qui essayez de promouvoir une nouvelle idée. Alors, on me dit, oui, mais est-ce que l'idée est bonne ou pas? Faites ce que moi j'appelle du test and learn. Vous testez une nouvelle idée. Ça va vous demander quelques temps, mais au moins, vous pouvez, en faisant du test and learn, avoir un retour véritable de la part de vos prospects ou de vos clients. Et alors, j'ai adoré ce qu'a dit Henry Ford. Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, je leur aurais donné un cheval plus rapide. Et oui, parce qu'il faut savoir que Ford, qui est évidemment le créateur, est celui qui toujours détient le volume de vente de voitures la plus élevé dans le monde de tous les temps. C'est lui qui a vendu dans tous les États-Unis la fameuse T2. Mais quand il a créé la fameuse T2, il y avait des chevaux. Et donc, effectivement, s'il avait voulu innover, en ayant demandé à ses clients ce qu'ils voulaient, il aurait créé un cheval plus rapide. Donc, c'est désormais par l'offre que l'on suscite la demande et non l'inverse. Alors, comment créer une stratégie de marque? Alors, on ne va pas ici approfondir la plateforme de marque qui, évidemment, relève de la vision, de la mission, des valeurs ou engagements, du style, du ton. Ça sera pour une prochaine fois. Mais la
positionnement, le dernier point qui est vraiment fondamental dans une plateforme de marque, c'est la création de la différence. Alors comment? Eh bien, il faut imaginer que dans toute création de différence, de manière directe ou indirecte, l'émotion joue un rôle capital. Parce que le rationnel ne vous différencie pas. Le rationnel, souvent, un concurrent, je dirais, dispose d'une technologie qui est plus ou moins similaire. Ce qui va faire la différence, c'est l'art de créer la pérennité d'une émotion. Alors, comment trouver ce positionnement? Nous avons une formule, nous avons une démarche que j'ai moi-même illustrée dans des livres que j'ai écrits, le mapping de positionnement. Alors voilà quelle est la démarche que je vous suggère et que, si vous voulez bien travailler avec nous, nous appliquerions. Car il faut savoir, et c'est un peu mon expérience qui le dit, c'est qu'après plus de 15 ans d'activité dans le monde de la communication, je me suis aperçu, en ayant des analyses, en ayant fait vraiment je dirais des études approfondies, des positionnements, j'ai dû en faire plus de 2000 d'analyses, que ce soit nous qui les faisions ou que ce soit des concurrents, c'est que tout positionnement relève de 4 territoires. Le territoire A, le territoire B, le territoire C, le territoire D. Et pourquoi 4 territoires? Parce que je me suis aperçu que quand vous réunissez autour d'une table des gens qui veulent réfléchir à un nouveau positionnement, c'est naturel. Vous avez des gens qui sont plutôt rationnels, d'autres qui sont plutôt affectifs, d'autres qui sont plutôt altruistes et d'autres qui sont plutôt nombrilistes, selon leur caractère chacun, et qui est tout à fait louable, qui est tout à fait objectivement acceptable. Vous n'avez pas la même vision. Alors, au lieu d'être un dictateur et de dire c'est ça qu'il faut faire et c'est ça où il faut aller, moi j'ai décidé de montrer qu'on peut travailler les 4 types de positionnement. Et que si un jour nous aurons l'occasion évidemment de nous revoir, eh bien si vous avez un problème de positionnement, de différence, nous étudierons les 4 types de positionnement. Alors je prends toujours un exemple qui permet justement de montrer quelle est l'exemplarité de ce mapping de positionnement. Imaginons que Renault ait inventé une nouvelle Clio. Alors bon, et on va dire que cette Clio a 8 airbags et une calandre en or massif. Pour vous montrer comment on crée la différence. Si je suis dans le territoire A qui met l'accent sur des arguments rationnels, on dira achetez cette nouvelle Clio parce que c'est la seule qui dispose de 8 airbags et d'une calandre en or massif. Si je suis dans le territoire B, c'est pas pareil. Là, on met l'accent sur le bénéfice d'utilisation de la voiture. Alors, on dira, achetez cette voiture car c'est la seule qui vous propose un maximum de sécurité et un look avant-gardiste. Si je suis dans le territoire C, il faut mettre l'accent sur l'affectif. Et en général, quand on met l'accent sur l'affectif, on met l'accent sur la valorisation de l'acheteur. Ici, on dirait, achetez cette nouvelle Clio car c'est la seule qui va vous permettre de vous prévaloir d'une personnalité différente, axée sur la sécurité et sur l'art contemporain. Et dans le dernier cas, le territoire D, en général, on met l'accent sur les plus-values internes à la société. Et là, on pourrait dire, achetez cette nouvelle Clio car c'est la seule, et nous vous le recommandons, qui a été construite par les passionnés, par des ouvriers, les maîtrises et les ingénieurs les plus passionnés d'automobile qui existent chez Renault. Donc vous voyez qu'en ayant analysé les 4 territoires, vous sortez 4 positionnements, alors me direz-vous, lequel choisir? À votre bon cœur, messieurs, dames. C'est-à-dire, vous choisissez celui que vous ressentez le mieux ou celui qui est le plus en phase avec les désirs de votre marché. Et en conséquence de quoi? Eh bien, ayant choisi parmi les 4 le positionnement générique, vous gardez quand même les autres par-devers vous pour que, pour des cibles bien particulières, vous puissiez l'utiliser. Donc, ce qui est intéressant dans ce mapping de positionnement, c'est que vous avez préalablement défini par une phrase ou 2 phrases le texte qui conforte, qui illustre votre différence, ce qui va vous permettre de trouver la signature ou le slogan symbolique qui va être l'élément, je dirais, pérenne de votre plateforme de marque. Alors, comme j'ai l'occasion de le dire souvent, si on arrive avec raison à
trouver ce positionnement, eh bien, le positionnement apporte au corps de l'entreprise la logique du cerveau et l'émotion du cœur, et vous avez là des positionnements différenciateurs. Alors, effectivement, il faut, grâce à ce positionnement, vous approprier un océan bleu, c'est-à-dire un espace où les concurrents ne sont pas. Alors, vous avez deux possibilités. Je sais que Shamkin en a trouvé 7. Moi, je vous en propose 2. C'est celui de permettre, quand vous êtes dans un secteur, d'élaborer, je dirais, des produits et des services complémentaires qui élargissent justement votre positionnement. Un exemple, chez notre client Dorman qui s'occupe de recouvrement, eh bien, nous leur avons proposé, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient une activité qui est quand même similaire à d'autres sociétés de recouvrement, après une analyse de leur activité, on leur a dit, ça serait pas mal que vous utilisiez des services complémentaires comme le renseignement commercial. Alors, vous avez, l'exploration des produits et services complémentaires. Et là, par exemple, nous avons pris ça parce que j'ai un client qui a un cinéma. Et bien, pour que les jeunes parents puissent aller au cinéma, ils ont créé une crèche qui permettait aux parents de laisser leur enfant durant la séance de cinéma dans cette crèche. Donc, vous voyez, les services complémentaires permettent d'accentuer la différence et la valorisation de l'offre. Alors, il y a aussi, comme on l'a fait pour Dorman, j'ai appelé le principe APA, avant, pendant, après. On appelle le principe APA, c'est-à-dire qu'eux qui ne faisaient que du recouvrement de créances, eh bien, on leur a proposé, par une analyse du comportement de leurs clients, de créer un service de renseignement commercial, c'est avant le recouvrement. Pendant, c'est d'assurer la relance des factures qui sont envoyées, et puis, effectivement, l'activité principale qui est le recouvrement. Mais quand vous adoptez le principe APA, vous pouvez élargir votre offre aux activités qui est en général pérenne, quotidienne de votre client, autour du produit essentiel de votre offre. Alors, enfin, la communication, eh bien, nous allons aborder, bien sûr, l'ensemble des éléments qui permettent justement de promouvoir votre offre différenciatrice. Alors, il y a, vous l'avez vu là, si on veut sérier les outils, vous avez le site et le blog qui est indispensable, les landing pages qui permet par des formulaires d'élargir votre fichier, le SEO qui est une technique qui permet d'être très bien référencé, et tous les réseaux sociaux qui vous permettent de faire du community management. Alors, il y a 10 raisons de concevoir un blog. Alors, volontairement, vous envoyez apparaître 9, qui sont des raisons rationnelles, comme le deuxième, le blog améliore votre référencement, 6, le blog valorise vos clients. Puis, effectivement, on se dit, mais est-ce qu'il y a une erreur? Il n'y en a que 9. Et non, il n'y en a pas 9, il y en a 10. Et quel est le 10e? Et ça, j'y insiste, parce que les gens sont trop, à mon sens, liés à l'obsession du SEO ou du SIA. La dernière raison, c'est que le blog doit être une source de plaisir. De la même manière que vous êtes amené à lire des livres qui vous plaisent, à voir des films qui vous plaisent, le blog doit d'abord faire plaisir. Ça suffit de tout rationaliser. Et donc, sachez utiliser l'humour, sachez utiliser l'impertinence, sachez utiliser l'intrigue, sachez utiliser le paradoxe, sachez utiliser l'oxymore. Oui, un article de blog doit être un élément de plaisir. Alors, la ligne éditoriale doit évidemment être conforme, bien sûr, au positionnement différenciateur. Et puis, toujours lié au positionnement différenciateur, pour justement élargir votre fichier, il faut que vous imaginiez une stratégie d'appât. Vous voyez, une idée que je donne aux startups, c'est qu'après avoir élaboré le positionnement différenciateur, après avoir bien défini vos cibles, ayez 2 fois par an, 3 fois par an, une réunion avec votre agence pour élaborer les appâts qui constituent une démarche, je dirais, d'inbound marketing, puisque l'inbound marketing, c'est comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Et bien, si vous élaborez une stratégie d'appât, vous avez répondu à ce principe. Et vous voyez, voilà des exemples. J'en ai mis d'appât de sensibilisation, d'appât de considération, puis d'appât de décision. Ne les faites pas tous. Prenez-en quelques-uns, mais ce qui est important, établissez un calendrier, c'est-à-dire de janvier à décembre. Lors de ces réunions 2 fois ou 3 fois par an, vous établissez un calendrier d'appât
qui permet l'élargissement de votre fichier. Alors, comment mettre l'accent dans ces appâts par le contenu? Et j'ai l'habitude de dire qu'il faut aimer la cuisine japonaise, le tofu, mofu, bofu, lofu, c'est-à-dire tofu, le top of the funnel, le mofu, le middle of the funnel, le bofu, le bottom of the funnel, et le lofu, le loyalty, la fidélisation, loyalty of the funnel. Et donc, à chacune des étapes du parcours client, vous avez un certain nombre d'appâts et vous avez un certain nombre d'outils, généralement liés à la stratégie digitale. Alors, la communication, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, doit aussi avoir une démarche d'évangélisation. Et donc, souvent, c'est par une stratégie de webinaire. Vous voyez, avec notre club Inbound ABM, nous faisons deux webinaires par mois. Et donc, ça permet d'entretenir une relation avec nos prospects et nos clients. Alors, un des éléments fondamentaux je dirais, de la communication, surtout quand il s'agit de start-up, c'est le gros hacking. Et il faut trouver des clients. Et il faut les trouver vite. Et donc, c'est pour ça qu'à côté de l'inbound marketing, nous avons développé des stratégies de gros hacking qui reposent souvent sur trois logiciels qui sont le Phantom Buster pour trouver des adresses mail, souvent personnelles, le Drop Contact qui permet de transformer les adresses personnelles en adresses professionnelles et le logiciel Lemlist qui permet de personnaliser votre démarche. Donc, si vous utilisez d'une manière pertinente le Gross Hacking, le Phantom Buster, le Drop Contact et le Lemlist, vous avez une démarche de Gross Hacking. Et j'ajouterai une démarche complémentaire qui est indispensable aujourd'hui dans le B2B, c'est tous les logiciels, toutes les possibilités offertes par LinkedIn qui aujourd'hui proposent un certain nombre d'outils qui vous permettent d'élargir votre fichier. Et moi, je vous conseille un outil que nous utilisons, qui m'a agréablement surpris, c'est le système Wallaxy, et je vous laisse libre d'aller approfondir ce thème vis-à-vis de LinkedIn. Alors, effectivement, la communication, c'est en termes de fichiers, la force de la data, et donc d'identifier, de sélectionner et de décrypter les comptes. Alors, si vous n'avez pas d'argent, comme je dis toujours, quand on est une start-up, quelquefois, c'est toujours difficile de dire, bon, c'est bien joli, tous ces outils. Eh bien, je vous conseille la stratégie des matrioshkas. Pourquoi la stratégie des matrioshkas? Il faut savoir, moi qui suis d'origine russe, qu'il y a un cadeau qu'on offre souvent en Russie, c'est les matrioshkas. Ce sont des poupées. Et les poupées russes vont par 5, c'est-à-dire qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres. Et pourquoi c'est comme ça? Et là, je vous conseille les 5 actions de community management qui sont fondamentales pour démarrer, pour augmenter l'impact de votre start-up et qui passent par le blog d'entreprise, comme vous voyez, par Google AdWords en achetant des mots-clés. Et pour terminer, même on oublie par les e-communiqués de presse, parce qu'effectivement, il y a des journaux, que vous connaissez d'ailleurs, des journaux sur Internet qui, évidemment, que vous pouvez sensibiliser à votre offre. Alors, sur le plan de la stratégie digitale, effectivement, mais je ne vais pas m'y attarder, ça demanderait une autre conférence, vous avez 5 types de communication digitale depuis le earned media, donc c'est vous qui proposez un certain nombre vous-même de messages et c'est pas payant. Le paid media, c'est de la publicité payante comme le Artworks, comme les displays sur un certain nombre de sites. Les owned media, c'est-à-dire c'est votre site par exemple, et puis shared media, vous partagez. Donc il y a quelqu'un chez vous qui fait du community management et qui partage tous les messages. Donc quand vous avez, il ne faut pas faire tout ce qui est écrit, mais quand vous avez donc la possibilité d'avoir justement une stratégie avec qu'on appelle la stratégie PESO, vous voyez, Paid, Earned, Shared, Owned, eh bien vous avez établi sur le plan digital une stratégie qui tient la route. Donc cette stratégie PESO, sans avoir à faire toutes les actions qui sont indiquées, vous donne une voie d'être présent sur le net.
Alors, il termine par le brand content. Le content, c'est qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce que l'on dit. Et le deuxième point est le plus important, il faut s'inspirer du positionnement différenciateur. Alors, quelques business cases pour vous montrer comment s'applique évidemment tout ce qu'on vient de vous dire. Alors, nous avons eu et nous avons des clients comme Flexico, Soyuz, Laponie. Et ce qui est important, c'est de regarder, c'est que les signatures sont des signatures qui engagent la société. C'est pas nous sommes les leaders de tel ou tel secteur. Vous voyez, Soyuz, qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle, la réponse est dans la question. IHFB, qui est un hôpital qui s'occupe du bien-être des patients en même temps que de les soigner, nous avons dit, au-delà du soin, vous comprendre. Et Flexico, qui est dans l'emballage, nous avons utilisé un peu l'impertinence avec emballer vos clients. Alors, voilà des exemples de pages d'accueil pour montrer comment nous mettons en œuvre la signature. Donc, vous voyez ici, par exemple, pour Laponie, révéler la force de votre équipe qui est la signature de la société. Et si vous pouvez voir, c'est là. C'est la barre de navigation. Il n'y a pas écrit qui nous sommes, nos plus-values, nos forces. Il y a écrit je suis collaborateur, je suis manager, notre différence. Donc le je, c'est-à-dire l'expression du désir et des besoins du client, sont mis en avant bien avant la plus-value de la société. Et un exemple ici aussi, de mettre en avant la signature d'une société comme Orga Ortho qui s'occupe de tout l'administratif des sociétés d'orthophonie. Et alors, vous voyez, au lieu de dire nous nous occupons de tout l'administratif, nous avons suggéré à notre client de parler d'émotions, de parler de sentiments, et nous avons trouvé comme en co-création avec le client, vos patients méritent votre passion. Et là, de nouveau aussi une société dans le domaine de la formation qui s'occupe aussi de tout hors la formation, eh bien la signature, c'était KXO Solutions, enfin libre. Donc vous voyez que grâce à un positionnement différenciateur et à une signature qui effectivement engage la société, ces sociétés sont différentes. Et là encore, regardez la barre de navigation, il n'y a pas écrit nos forces, nos plus-values, qui nous sommes. Je suis une agence, je suis une association, c'est-à-dire que l'on met d'abord en avant les enjeux des clients. Voilà un exemple de livre blanc, parce que le livre blanc, ça authentifie le positionnement, ça lui donne toute sa structure et ça lui donne sa crédibilité. Alors voilà, le livre blanc de la société Laponie, qui évidemment, que vous avez vu, il y a écrit « Révéler la force de votre équipe », qui était le texte de la page d'accueil du site. Et quand on fait aussi de l'inbound, on peut faire aussi de l'outbound. Et cette société, avec notre aide, a créé une ligne de communication vis-à-vis de responsables clients en envoyant un message marketing direct comprenant le livre blanc. Alors, votre marque, c'est ce que les autres disent de vous lorsque vous n'êtes pas dans la même pièce. L'objectif, c'est ça. C'est que vraiment, cela devient un must pour les sociétés qui veulent trouver effectivement un fournisseur, que la marque, évidemment, soit dans le top of mind, comme on dit. Alors, comment on intervient? Je vais là rapidement passer parce que l'essentiel, c'est ce que je vous ai dit au préalable. Nous faisons beaucoup de co-création, de coproduction et de copilotage. Nous sommes dans la vision de la co-création qui permet effectivement d'échanges et qui permet d'améliorer même les rapports et qui permet la fidélisation. Et c'est Jiane, ma partenaire marocaine, qui dirige Studio Butterfly Casablanca, qui a eu l'idée de me suggérer cette phrase marocaine que je trouve merveilleuse et qui authentifie justement la co-création. Une main toute seule ne peut applaudir. Merveilleuse citation que vous avez même traduite en arabe. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et donc, je suis là pour y répondre. Donc, voilà notre expertise, mais ça, on pourrait le voir lors d'une conversation. Voilà même, vous pourrez, quand vous recevrez le replay, télécharger des livres blancs et vous voyez que vous avez une adresse à Casablanca et une adresse à Paris. Donc voilà, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions
que vous pourriez imaginer si vous le souhaitez. Voilà, nous avons respecté l'horaire puisqu'il est 6h15. Voilà, nous avons. Donc j'attends encore quelques minutes. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous souhaiterai une belle soirée et à nous revoir pour un autre webinaire.